Bonjour Cédric. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors vous nous apportez de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors en fait, on a eu deux commentaires qui disaient tout le temps, mais pourquoi vous nous alertez autant sur la question de la forêt? Quel est l'état des lieux de la déforestation en Côte d'Ivoire? Et puis le deuxième commentaire, c'est OK, il y a une déforestation, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Donc le premier élément vidéo que nous allons demander en soutien à la régie, ça va être justement de vous faire un petit peu le point de la déforestation. Mais comme la répétition est pédagogique, on va... voilà, ça y est, ça commence. Donc, le défi de la déforestation, la répétition étant pédagogique, on va rappeler les 5 intérêts de nos forêts. Nos forêts protègent notre cadre de vie parce que c'est elles qui nous font respirer. On avait vu ça ensemble il y a pratiquement 2 semaines. Donc, il est important qu'on garde nos forêts pour avoir toujours ce soutien en termes de respiration. Deuxièmement, les forêts en Côte d'Ivoire, ce sont elles qui nous apportent la pluie. La pluie vient de l'océan, mais grâce aux forêts, la pluie viendra de l'océan et ira jusqu'au désert. Pas de forêt, pas de pluviométrie, et ça malheureusement, nos parents paysans le savent. Si vous n'avez pas de forêt, vous avez l'érosion éolienne. Ça veut dire que les forêts protègent votre sol, le vent sans forêt va commencer à tout enlever. Si vous avez une forêt, vous voyez bien que le sol va rester, donc c'est le rôle des forêts comme protection des sols, mais aussi pour le remplissage de nos nappes d'eau phréatique. Quand il pleut, pas de forêt, l'eau va circuler, alors que si vous avez une forêt, vous le voyez bien, on a l'eau qui va rentrer progressivement dans les nappes d'eau phréatiques. Et un 5e rôle qu'on avait oublié de mettre en exergue, c'est le rôle des forêts pour la protection de la faune et de la flore. Pas de forêt, pas d'animaux, pas de flore, pas de fleurs, mais aussi nous perdons tous ces éléments qui sont les éléments de la pharmacopée en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, ce qu'il a fallu montrer maintenant, c'est où est-ce que nous en sommes exactement en termes de déforestation. Vous avez 2 cartes qui passent à l'écran. Wow. 1990, c'est ce que vous avez en vert, ce sont nos forêts. Regardez la carte de 2015. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement. 1990, 2015. Et ce que nous avons voulu faire aussi, c'est vous montrer un petit peu l'évolution de la déforestation. Parce que très souvent, Marcelin, vous avez donné sur le plateau quelles étaient à peu près les évolutions du couvert forestier. On parlait de 16 millions dans le passé et on parle de 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Donc l'animation maintenant va nous permettre de nous rendre compte de ce qui se passe. En 1900, 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, 1960, 12 millions d'hectares, 1969, 10 millions d'hectares, 90, 7 millions d'hectares, 2000, 5 millions d'hectares et en 2015, 3,4 millions d'hectares. La Côte d'Ivoire a perdu plus de 79% de son couvert forestier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on parle très souvent de l'Amazonie, du Brésil, du ceci et cela, mais nous avons en Côte d'Ivoire un des taux de déforestation les plus élevés au monde sur la période 1990-2015. Et arriver à un tel niveau de déforestation, c'est l'équilibre environnemental de la Côte d'Ivoire qui est en danger. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu à la fois insister sur le rôle de nos forêts, naturellement, mais aussi permettre aux gens de se rendre compte de où est-ce qu'on en était à l'heure actuelle en termes de couvert forestier. Si nous perdons nos forêts, nous perdons donc les bénéfices environnementaux, ces services que nous apportent les forêts. Et là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est ce qui se passe un petit peu dans une forêt classée. Là, vous avez une forêt classée qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc forêt classée de Gouin-Débé. En 2003, vous voyez le couvert forestier. Ce qui est vert, c'est la forêt. Ce qui est jaune, ce n'est plus de la vraie forêt. Regardez exactement ce qui se passe en 2015. Et dans cette forêt, on a pratiquement, donc qui est une forêt classée, pourtant une forêt que l'on pense protégée, mais on voit bien 2003-2015 l'effet un petit peu de la comment on appelle ça, de la crise ivoirienne. Et on a 2 grandes problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est l'interpellation donc des ONG internationales qui disent, ben voilà, en Côte d'Ivoire, le cacao vient de la déforestation. Donc le cacao est l'ennemi des forêts. Donc, image de droite, vous voyez un petit peu ce travail qui est fait de dire on alerte la Côte d'Ivoire sur le rôle de la déforestation et le cacao dans cette déforestation. Mais image de droite, vous voyez que le prince Charles a réussi à réunir un petit peu tous les grands industriels du cacao, entre guillemets, pour s'engager sur une démarche plus intelligente. Et on sait naturellement que la Côte d'Ivoire est en train de lancer un projet qui s'appelle le cacao ami des forêts. Pour l'instant, vous avez vu à peu près où est-ce que nous en sommes. La vraie question qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est à peu près comment est-ce qu'on va aller dans une démarche de reforestation, dans une démarche de reboisement. Waouh! Le décor de la déforestation, mesdames et messieurs, est ainsi planté. L'enjeu est dramatique. Le moins qu'on puisse dire, ça fait peur. Hein. Ben oui, absolument. Parce que vous vous rappelez qu'on avait eu un nouveau code forestier en 2014 et on se disait, ça y est, c'est bien, les choses vont arriver. Mais il nous manquait une chose très importante. On n'avait pas l'état des lieux. On avait loué un appartement, entre guillemets, on allait rentrer dans l'appartement, mais jamais on n'avait vu l'état de cet appartement. Or là, maintenant, on le sait clairement, les cartographies ont été faites, on a un état des lieux de déforestation en Côte d'Ivoire qui est véritablement préoccupant. Donc, maintenant, par rapport à ces enjeux, il y a quand même deux questions qu'il faut qu'on se pose. La première, grande classique, c'est que fait l'État? D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément vidéo qu'on va vous présenter sur... Avant que fait l'État, ce sont les paysans qui sont indexés. Alors, mais justement, que disent-ils?
Comme les paysans sont indexés, ça c'est la troisième vidéo qu'on vous a proposée, puisqu'on a pu rejoindre un de ces paysans, Emmanuel Kouassi, qu'on avait eu sur un de nos éléments. Donc on aura son interview entre guillemets par téléphone. Donc dans un premier temps, ce qu'on voulait vous montrer, c'était quelle était la démarche faite par l'État à l'heure actuelle. Et maintenant qu'on a parlé de déforestation, le deuxième élément vidéo que pourra lancer la régie va nous parler en fait des stratégies de reboisement. D'accord. Donc, on a eu en Côte d'Ivoire, il y a très peu de temps, une table ronde qui a été organisée par la SODEFOR et par le ministère des Eaux et Forêts. Et lors de cette table ronde, on a pu avoir deux interviews qui étaient des interviews, plutôt deux discours, qui étaient les discours donc, du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Et le deuxième discours, c'était l'intervention du directeur général de la SODEFOR. On a quelques petits... Ah, ça y est, ça marche. Donc, on va laisser la parole aux autorités. 2015 était l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer au plus haut niveau notre ambition commune de faire passer le taux de couverture forestière nationale de 11% à 20% à l'horizon 2030. Nous devons tous nous considérer comme partenaires dans cette lutte pour le reboisement en Côte d'Ivoire. Nous sommes à chaque fois surpris, effarés, je dirais même coupables de constater avec quelle vitesse la déforestation a eu dans Côte d'Ivoire. En arrivant à ce ministère, je n'étais pas pleinement conscient, et étant très proche de la forêt, pleinement conscient vraiment de cette dégradation. J'étais désagréablement surpris, profondément affecté, je dirais, et je suis profondément engagé à faire en sorte que nous retrouvions notre modèle forestier. Donc nous sommes tous responsables, nous sommes tous des partenaires. Il lui a démontré que nos forêts sont particulièrement pauvres, que les périmètres n'ont presque plus de ressources pour approvisionner les différents usines. Donc l'alternative qui se pose à nous, c'est de reboiser. L'objectif de cette rencontre est d'entreprendre une réflexion participative et inclusive avec toutes les parties prenantes. Alors, les vidéos nous montrent un peu la prise de conscience et l'engagement de l'État, mais quel est le plan d'action concret, Cédric? Alors, et vous avez bien entendu dans l'interview, donc il y avait deux choses qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est qu'on a un témoignage, j'ai envie de dire, vraiment sincère de la part du ministre des Eaux et Forêts, qui est proche de la forêt. Donc, on a vraiment une réaction de sa part en disant « je suis effaré de ce qui se passe ». OK. Deuxièmement, on a un témoignage qui vient de la part du directeur général de la SODEFOR. Et là, on nous dit on fait une table ronde avec de nombreuses parties prenantes. Il faut savoir que la gestion de la forêt en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'une très très grande sensibilité. Parce que si nous avons des dégradations, même dans les forêts classées, c'est parce que nous avons des populations qui se sont infiltrées pendant la crise. On va y retrouver des plantations de cacao, on va y retrouver des activités d'orpaillage. Donc la gestion des forêts classées, les stratégies de reboisement, ce n'est pas simplement on décide et puis on y va. Il va falloir gérer avec toutes les parties prenantes, les opérateurs de la filière bois, les collectivités territoriales, les populations qui vivent autour des forêts et les populations qui sont dans les forêts. Donc le plan d'action pour l'instant, c'est la concertation de toutes ces parties prenantes pour identifier toutes les conditions qui permettront au plan des partenariats, au plan technique de reboisement et puis au plan, j'ai envie de dire, juridique d'encadrement, comment mettre en place ces stratégies de reboisement. Ce qui est important par contre, c'est que l'État a pris conscience d'une chose. On avait 4 principaux instruments pour travailler. On avait le nouveau code forestier de 2014. On a l'engagement du chef de l'État rappelé par le ministre Donwayi, disant à la COP21 à Paris, nous allons revenir jusqu'à 20% du couvert forestier d'ici à 2030. 2030, c'est demain matin. Nous avons le PNIA, la politique nationale pour l'investissement agricole, qui intègre les forêts, d'accord et puis nous avons aussi la stratégie du REDD+, qui doit mettre en place une démarche pour reforester la Côte d'Ivoire. Ces 4 outils étaient sur la table. La cartographie de la déforestation est sortie, l'État prend conscience et dit bien, j'ai mes 4 outils qui sont en position, maintenant je vais quand même voir avec les conséquences actuelles comment mettre en place une nouvelle politique forestière pour la Côte d'Ivoire. On n'en est que à la conscience, le plan d'action doit se dérouler maintenant, il faut qu'on croise des doigts.
Mais sans se croiser les doigts concernant l'environnement, on risque d'avoir des problèmes aux phalanges. Hein. Ça y est, c'est fait. Oui, parce qu'il faut agir, hein, c'est urgent. Là. Ah mais oui, mais et merci justement du travail que vous faites pour nous permettre un petit peu de montrer un petit peu ce qui se passe. Par contre, moi, il y a toujours une chose qui me chagrine, on passe notre temps à indexer le paysan. On passe notre temps à indexer les populations. En Côte d'Ivoire, la population augmente. On veut plus de terrain foncier pour les habitats. On veut plus de terrain pour l'industrie, plus de terrain pour les routes. On veut plus de terrain pour le cacao, pour les l'EVA, etc., etc. Mais c'est toujours le paysan que l'on montre du doigt. Et j'aimerais bien qu'on puisse passer maintenant la réaction de notre ami Emmanuel Kouassi, qui vit dans la deuxième boucle du cacao en Côte d'Ivoire et qui est déjà intervenu sur ce plateau dans une interview. Aujourd'hui, c'est nous qui subissons de plein fouet la sécheresse. Le manque de la forêt entraîne le manque de pluie. Aujourd'hui, nos plantations sont en train de mourir. La sécheresse est plus longue que la saison de pluie. Mais rien ne se fait au juste. Aujourd'hui, on entend, il y a des conférences, des chercheurs et des experts qui se réunissent pour réfléchir, pour trouver des solutions. On entend tout cela à la presse. Mais concrètement, sur le terrain, rien ne se passe. Aujourd'hui, on nous parle de l'agriculture intelligente. Cette agriculture intelligente, on nous dit que ça peut être, le cacao peut être cohabité avec la forêt. Mais tout cela, ce n'est que des discours qui restent au niveau des bureaux. On a bien envie de reprendre et de faire cette technique. Mais il faudrait qu'on vienne nous apprendre comment cohabiter la forêt et le cacao. Ah oui, ça c'est vraiment, je rappelle que Emmanuel Kouadio donc, est en liaison téléphonique. Hein, et ce qu'il dit est tellement vrai, c'est un coup de cœur, un coup de gueule, pardon. Un vrai coup de gueule. Un vrai coup de gueule. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on travaille avec Emmanuel sur la sensibilisation des planteurs, sur un ensemble de choses. Que les choses soient claires. Le planteur ivoirien n'a pas la haine de la forêt. Le cacao pousse toujours parce que le sol forestier est le meilleur sol que nous avons. C'est comme ça qu'on a fait la croissance agricole de la Côte d'Ivoire, d'accord ? Mais aujourd'hui, on doit arriver à une nouvelle étape. Le cacao, qui a été l'ennemi des forêts, doit devenir l'ami des forêts. Maintenant, j'aimerais rappeler quand même une chose. Le planteur ivoirien est un innovateur. Le cacao ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'EVA ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'ananas ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'acajou ne vient pas de Côte d'Ivoire, la noix de cajou. Pourtant, ce sont des choses dans lesquelles nous avons parmi les meilleurs rangs de producteurs dans le monde. Si vous prenez un planteur et que vous lui expliquez véritablement comment est-ce qu'on travaille, vous lui donnez le bon matériel pédagogique, vous faites l'encadrement. Dans l'ancien temps, on avait la SATMASI pour le cacao, on avait la CIDT pour le café-coton, excusez-moi, pour le coton. On a su encadrer nos planteurs et donc on a su leur apprendre de bonnes pratiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement dire oui, Emmanuel le sait, les paysans le savent, il y a une agriculture intelligente, il y a un programme en Côte d'Ivoire qui s'appelle Cacao Ami des Forêts, mais de grâce, sortons simplement de ces quelques éléments de démonstration et de pilote que nous avons sur le territoire et allons véritablement mettre en place une stratégie d'accompagnement de nos parents planteurs. Déjà qu'ils sont disposés. Ils sont disposés, ils ont parfaitement compris que ce sont les premières victimes du changement climatique. Ils appréhendent excellemment bien la chose écologique, l'environnement. Ils savent, ils connaissent les enjeux, tout ça. Exactement. Et pendant des années, on a passé le temps à les accuser, les mettre au banc des accusés. Et ça, je suis d'avis totalement avec M. Emmanuel Kouadio. On salue au passage tous les planteurs, les paysans qui nous regardent à travers donc, la Côte d'Ivoire. Alors, comment on en est arrivé là, Cédric ? Ben, comment on en est arrivé là ? Quand vous citez les sociétés qui existaient avant, franchement, c'était vraiment mieux avant. Alors, il y a eu ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Vous vous rappelez, on a eu les difficultés, la chute du cacao, la chute de la pluviométrie qui a entraîné la chute de la production de cacao. On a eu dans les années 79 la crise économique qui fait que le prix du cacao s'est effondré. Et la Côte d'Ivoire, l'économie, le miracle ivoirien s'est mal porté. Et donc, on a dû aller voir les bailleurs de fonds. Avec nos bailleurs de fonds, la Banque mondiale, etc. On a dit, messieurs, faites des plans d'ajustement structurel. Et vous allez notamment dissoudre toutes ces sociétés d'État. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout a commencé. Il n'y a plus de suivi. Non, il y a même le président Houphouët-Boigny avait fait ce qu'on appelle la guerre du cacao à l'époque. Il avait essayé de résister jusqu'au bout. Malheureusement, les finances de l'État ne le permettaient pas. Et ce jour-là, quand on a accepté les plans d'ajustement structurel, les fameux PASS, on a accepté aussi que l'on dissolve nos fameuses sociétés, les unes après les autres. Et à partir de là, on a dit c'est le privé qui va accompagner le planteur. Oui, mais le problème, c'est que c'est maintenant que le privé prend la conscience des enjeux, d'accord,
parce que les ONG internationales nous donnent des éléments d'alerte, parce que enfin nous avons des travaux satellites qui sont faits pour comprendre le territoire ivoirien. C'est maintenant que tout le monde se dit, mon Dieu, catastrophe. Ben oui, mais la maison a brûlé, il ne reste plus que la cuisine. Donc il était peut-être temps qu'on s'en rende compte, si je peux me permettre. Et le plus important aussi, moi je suis toujours très chagriné de voir l'indexation de nos parents planteurs. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour on puisse faire un travail sur la cacaoculture durable, qu'on leur montre exactement comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à travailler et que l'on comprenne quels sont les vrais problèmes du planteur. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le cacaoculteur, mais on oublie de dire que s'il est mal payé, il ne peut pas rénover sa plantation. Donc il nous faut un bon prix du cacao. Deuxièmement, on a des questions foncières. Il faut qu'on arrive à savoir à qui est la propriété de la terre, cette fameuse loi de 1998 qui doit gérer le foncier en Côte d'Ivoire. Si le paysan n'a pas sa terre qui est bien identifiée, comment va-t-il pouvoir investir dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Troisièmement, les moyens techniques, les semences, etc., etc. Et je pense que là, il faut quand même que je rende l'antenne. Non, pas du tout, allez-y, on a le temps, on a le temps. On voit vos paroles et ce que vous dites est tellement important. C'est des enjeux, et Nessie l'a dit, hein, les enjeux sont énormes. Il faut une nouvelle manière d'appréhender notre environnement, l'écologie. Les planteurs, les paysans sont des partenaires vraiment idoines à avoir dans ce domaine-là. Mais oui, parce que quand on parle de reboisement, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Allez-y, allez-y. Quand on parle de reboisement, ça veut dire qu'il faut prendre une espèce végétale, que ce soit un plant de cacao ou un arbre, tout simplement, et il faut bien que quelqu'un aille le planter sur le terrain. Or, aujourd'hui, qui est présent sur le terrain? Ce sont nos parents planteurs. Donc, les stratégies qui doivent se mettre en place, ce n'est pas simplement de dire les opérateurs de la filière bois vont faire quelque chose, les opérateurs du cacao industriel vont faire quelque chose, c'est d'arriver à comprendre comment organiser nos parents planteurs pour les accompagner dans les forêts classées, des modèles qui vont allier l'arbre et la forêt. On a des démonstrations en Amérique latine, ça marche très très bien. Il y a un arbre qu'on appelle la mère du cacao, donc il faut qu'on arrive à travailler sur toutes ces stratégies-là dans nos forêts classées. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un deuxième territoire de l'État qui est important, c'est ce qu'on appelle le domaine forestier permanent, le fameux domaine rural. En Côte d'Ivoire, on a 3 grands espaces pour nos forêts, le domaine rural, le domaine des forêts classées et les aires protégées qui sont sous la gestion de l'OIPR. Donc aujourd'hui, la démarche c'est identifions quelles sont les bonnes semences végétales que nous avons pour avoir des arbres qui soient forts. Quels sont les arbres que nous devons planter pour un marché qui va exister dans 15 ans ou dans 20 ans? Dans le passé, on n'a planté que du teck, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de planter autre chose, du framiré, du fromager pour le contreplaqué, etc. Donc, identifions maintenant les semences végétales à planter pour l'avenir. Regardons les zones de déforestation. Quand est-ce que nous sommes en forêt classée? Quand est-ce que nous sommes dans le domaine rural de l'État? En forêt classée, travaillons avec la SODEFOR pour faire une stratégie de reboisement avec les populations infiltrées dans les forêts et non pas contre les populations infiltrées. Sinon, c'est des stratégies de déguerpissement. Et c'est un peu difficile à chaque fois de faire déguerpir les gens. Et puis maintenant, quand on s'en va dans le domaine rural de l'État, où les surfaces prêtes pour le reboisement ne sont pas identifiées, une forêt classée, c'est un territoire légalement défini pour planter, entretenir. Il y a aussi les réserves foncières. Il y a aussi donc les réserves foncières, justement le domaine rural de l'État, sur lequel il faut regarder comment est-ce qu'on va arriver à organiser des paysans et ici, comment les transformer en planteurs. Donc, on va revenir à vous, hein, rassurez-vous, vous n'allez pas partir, hein, il est 7 h et voilà, nous aussi on a notre environnement financier et ça passe exactement par la pub sur RTI. C'est parti. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. De retour dans votre émission Matin Bonheur, nous sommes toujours en compagnie de Cédric Lombardo avec qui on fait l'état des lieux du reboisement ici en Côte d'Ivoire. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Donc, on l'a vu très rapidement, on a vu le rôle de nos forêts, on a vu l'état des lieux de nos forêts. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est comment est-ce qu'on va reboiser. Donc, il y a véritablement maintenant, les preuves sont sur la table, les ONG internationales sont informées, le gouvernement est informé, des sociétés d'État comme la SODEFOR sont informées. Aujourd'hui, il y a une volonté d'action. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'on oublie d'agir. C'est bien d'avoir envie de le faire, il va aussi falloir qu'on le fasse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on suive vraiment dans l'avenir. Ça, c'est le premier point sur la forêt.
Le deuxième point, c'est qu'on aime bien, à l'international, indexer un petit peu nos planteurs. Vous savez, très souvent on dit cacao c'est la déforestation, cacao c'est le travail des enfants, etc. Et je pense qu'un jour aussi, il faudrait qu'on dise à l'international quelles sont les véritables situations du planteur sur le terrain. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un peu une chronique un jour qui sera dédiée au cacao durable. Remettons le planteur à l'honneur, expliquons ses véritables difficultés avec la forêt, avec le cacao, etc. Et aidons-le à faire ce qu'il a toujours fait pour la Côte d'Ivoire, nous aider avec une agriculture performante qui sert le produit intérieur brut et la croissance économique de notre pays. Une question donc d'un internaute, Abdoulaye Ouattara, depuis donc Paris, ivoirien résident à Paris. Est-ce que l'État est réellement disposé à aider les paysans pour les données environnementales? Alors, pour les données environnementales, ça veut dire qu'il y a deux éléments qui sont nécessaires. Premièrement, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelle est l'information climatologique. Là, ici, nous avons la Sodexam, et c'est vrai que la Sodexam produit des bulletins météo, mais il faut aussi qu'elle soit capable de les mettre un peu plus à disposition des paysans. Il y a des petites stations météo qui sont disséminées à quelques endroits. De nouveau, c'est de laisser... On a quoi, 13, hein, 12 ou 13 stations météorologiques pour les grandes stations qui sont implantées sur le territoire. Mais là, maintenant, il faut aussi des petites stations qui soient proches des planteurs, qui soient capables de lire, de relever, de savoir comment faire les choses. Ça, c'est la volonté de l'État pour donner de l'information climatique aux paysans. Encore faut-il que nous ayons formé le paysan pour qu'il lise l'information climatique. Ça, c'est un gros travail qui doit être fait. Deuxième action, maintenant, c'est que fait l'État pour organiser la stratégie de reboisement. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il nous faut des semences, il nous faut des parties prenantes, des acteurs dont le rôle est bien organisé, et il faut un accompagnement. Pour planter, il faut financer tous ces travaux, il faut surveiller aussi, parce qu'un arbre, c'est une plante qui va pousser pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Si on a planté, mais que derrière, quelqu'un vient la détruire pour faire autre chose, ça va être embêtant. Parlons de faire autre chose. C'est vrai qu'on accuse les paysans, mais on a un autre domaine qui détruit la forêt, les promotions immobilières. Parce que de plus en plus, on veut plus de maisons. On détruit la forêt pour des promotions immobilières. La démographie est galopante, tout ça. Mais tout vient de là. Nous étions 4 millions, un peu plus de 4 millions d'habitants en Côte d'Ivoire après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Mais cette population a des besoins, il faut la nourrir, il faut la loger, il faut la transporter, il faut lui donner des emplois, etc. etc. Et nous n'avons qu'un seul territoire. Donc tout ceci n'est qu'une seule et unique question, c'est une stratégie d'aménagement du territoire. Il faudrait repenser les habitations. Nous avons une politique d'aménagement du territoire. Il faudrait qu'on la termine. Les travaux ont commencé déjà depuis les années 2011. On voit parfois des choses apparaître dans le viseur du ministère du Plan et du Développement. Aujourd'hui, il est important que la politique d'aménagement du territoire soit organisée. Sinon, le seul outil que nous ayons pour parvenir à aménager le territoire, accompagner un petit peu tout le monde, c'est la loi de 2003 sur les compétences territoriales des collectivités, des régions et des départements. Et donc là, de nouveau, il faut inviter les collectivités territoriales à bien regarder cette loi de 2003. Vous avez un tableau à l'intérieur, qui est responsable de quoi. Et maintenant, regardez-vous aussi comment aller à la rencontre de vos parties prenantes pour parvenir à les organiser. Est-ce qu'on peut revenir, avec la permission bien sûr de notre réalisatrice, sur les cartes, parce que les tableaux font peur. 1990, ça fait peur. Hein. Et moi, c'est resté vraiment dans mon esprit. La forêt, ça menuise dans notre pays. Et ça, je veux dire, c'est pratiquement, c'est naturel. C'est naturel, voilà, le défi de la déforestation. Si on peut avoir les cartes pour ceux qui viennent à peine de nous prendre hommage, rassurez-vous, hein, dans quelques instants, on aura votre thématique avec Mme Bernadette Asso-Nguessan qui est là. Notre Cédric Lombardo local est très impliqué, vous le savez, dans la chose environnementale et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Il fait partie donc des personnes ressources en matière d'environnement dans notre pays, en Afrique de l'Ouest, et c'est un bonheur de l'avoir sur ce plateau. On va discuter et puis revenir aussi sur la carte, si on peut mettre ça en diapo comme ça, afin qu'on puisse voir un peu. Là, c'est la lutte contre l'érosion hydrique, voilà. Et puis on a les cartes, voilà. Si on peut passer. Voilà. Ça y est, elles sont justement, regardez un peu la physionomie des deux cartes. On n'a même pas besoin d'interprétation. Tout se dit là. Absolument. Donc 1990, vous voyez le couvert forestier que nous avions à l'époque. Alors pour information, vous voyez ces petites surfaces en violet que vous avez, c'est justement le domaine de la SODEFOR et aussi le domaine de l'OIPR, puisque nous avons la SODEFOR qui gère les forêts classées de Côte d'Ivoire et l'OIPR qui est chargé des aires protégées. D'accord ? Donc cette déforestation aujourd'hui, elle est radicale. Les principaux motifs que nous avons pour la déforestation, naturellement, il y a eu la fameuse crise politique que nous avons traversée, et ce qui a entraîné des déplacements de populations. Ces populations sont rentrées dans les forêts.
Vous avez aussi les besoins de foncier qui sont venus, où le bâtiment a donné la place à la forêt. Et ça, c'est en seulement 25 ans. Hein. Oui, en seulement 25 ans. Imaginez dans 150 ans la physionomie qu'on aura de la carte de Côte d'Ivoire. Ah mais on ne peut pas. Là, excusez-moi, c'est un cri du cœur. On ne peut pas rester sur une situation pareille. Bah oui. Aujourd'hui, la mission, l'engagement du chef de l'État auprès de la communauté internationale, pris à l'accord de Paris, présenté aussi aux Nations Unies, c'est de dire en 2030, nous serons passés de 11% du couvert ivoirien à 20% du couvert ivoirien. Donc, ce que vous voyez là, on ne peut pas aller plus loin que ça, parce que si les forêts ont un rôle pour la Côte d'Ivoire, de pluie, de ceci, de cela, vous avez aussi un impact sur les pays voisins. Le climat, lui, ne connaît pas de frontières. Il ne s'arrête pas, un nuage ou un nuage de pluie ne s'arrête pas à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso pour demander s'il va passer. Mais par contre, si nous avons une déforestation telle que nous la voyons sur notre territoire, les nuages de pluie ne se comporteront pas de la même manière en Côte d'Ivoire et dans nos pays voisins. Mais vous avez une idée de l'état des lieux en 2018? En 2018, soyons objectifs et soyons optimiste. En 2018, aujourd'hui, on a le RED+, donc qui est un secrétariat exécutif permanent qui travaille depuis plusieurs années, et on a ce RED+, maintenant qui a sa stratégie nationale. D'accord. Les dernières années ont permis de lever pas mal de fonds pour faire des études. Aujourd'hui, le défi, c'est que les fonds soient rendus disponibles pour l'action sur le terrain. D'accord. Donc, si le RED+ démarre véritablement sa stratégie, il va se passer quelque chose sur le territoire. Mais comme on est sur un domaine qui est souvent le domaine rural, où sont les terres pour replanter, où sont les partenaires pour replanter? D'accord. À très court terme, il y a 2 semaines de ça, la SODEFOR, avec la bénédiction du ministère des Eaux et Forêts, a lancé une table ronde de reboisement. Tous les acteurs étaient présents. Aujourd'hui, il y a une surface légale pour le reboisement. Maintenant, que cette table ronde ne soit pas un effet d'annonce, on a vu une volonté des acteurs, qu'on aille concrètement rencontrer, organiser, financer et agir sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Cédric Lombardo. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous avez constaté un matin bonheur, c'est des consultants, des chroniqueurs au fait donc de leur art. Et ça fait plaisir parce que notre but tous les jours, c'est de vous informer et de faire en sorte que vous puissiez avoir des informations franchement concrètes, établi avec beaucoup de minutie. La suite de cette émission, c'est la thématique. Les mardis, mercredis, c'est famille. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant, comme tous les autres d'ailleurs. Est-ce que ça compte une grande différence d'âge entre frères et sœurs? Madame Bernadette Assou-Nguessan est avec nous. Nous allons vous proposer donc le postulat. Et ensuite, sur ce plateau, comme par magie, elle sera installée là. Et on va commencer la discussion. On y va.